Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Les conditions de quorum sont remplies. Je propose d'ouvrir la séance en demandant à M. Sanson de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Elvire-Kennedy. Présente. Monsieur Dumas. Dumas. Madame Gisèle Mardin. Présent. Madame Marie-Édith Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gempès. Présent. Madame Gaëlle Nestri. Absente excusée, à donner le pouvoir à M. Michel Lauré. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présent. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. C'est excusé, à donner le pouvoir à Mme Équipe Massé. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Jouve. C'est excusé, à donner le pouvoir à M. Alain Maury. Monsieur Patrick Mallet. C'est excusé et à donner le pouvoir à Mme Sophie Gaillard. Monsieur Laurent Molez. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. C'est excusé, à donner le pouvoir à Claude Jaouen. Madame Séverine Bougain. C'est excusé, à donner le pouvoir à Mme Sylvie Virol. Madame Clélis Cartier. Présente. Madame Lisa Climet. C'est excusé, à donner le pouvoir à M. Mathieu Gempès. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Louis Sarrault. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Bien, merci. Pardon. Monsieur Ferrand. Monsieur le maire, je vous informe que, comme les précédents conseils municipaux, le groupe Ensemble pour l'Est va non directif le conseil municipal de ce stade. Ok. Et comme chaque fois, je vous rappelle que les buts d'après des buts d'ensemble. Bien, nous accueillons ce soir pour le premier point de l'ordre du jour, M. Patro, collectivité haut du bassin rennais, qui va nous faire une présentation du schéma directeur de défense incendie sur la commune qui a été étudié avec le soutien de la collectivité haut du bassin rennais. Mais auparavant, je vais vous demander si vous avez des remarques sur le procès-verbal de la séance du 13 décembre. Monsieur Ferré. Oui, monsieur le maire, page 21, dans le débat, vous faites intervenir monsieur Laurent Jeanne alors qu'il était absent à la séance. C'est une erreur de transcription. Oui. Ce sera Qui corrigé. avait pris la parole? Ce sera corrigé. Merci. On retrouvera à qui j'ai donné la parole et qui il suffira de réécouter. Pas d'autres remarques? Très bien. Donc avec cette correction comprise, nous validons le procès-verbal de la séance du 13 décembre. Je veux dire un mot d'introduction? Voilà, je défense ensemble. Oui. Tout simplement, c'est avec plaisir qu'on accueille M. Patron, puisque nous avons travaillé avec les services de la collectivité, ma collègue Marie-Édith Massé, sur le schéma directeur de défense incendie. Un travail de fond nécessaire, indispensable. Et je vais vous laisser M. Patron présenter, puisque c'est avant tout votre travail de restitution. Au moment où vous préparez, si je vais solliciter un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Françoise Leray, pas d'opposition. Très bien. Monsieur Patron, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Effectivement, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé en collaboration, je parle bien de collaboration avec les services de la ville de Melesse, à la demande des élus, qui consiste à faire un point complet de la situation de la défense extérieure contre l'incendie. Donc en préambule, il est toujours intéressant de se rappeler de quoi on parle. Et donc je vais faire un très court rappel réglementaire, évidemment. On ne va pas se lancer dans la réglementation dès à présent, mais juste resituer le contexte. Car la défense extérieure contre l'incendie, c'est une action locale, mais qui émane de directives nationales, avec un référentiel national qui a été créé en décembre 2015 et qui lui fixe la méthodologie générale
à appliquer les principes généraux de gestion de la défense extérieure contre l'incendie en France. Cet échelon national se décline au niveau départemental, comme c'est le cas ici en Ille-et-Vilaine, où là on a un document qui s'appelle le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, qui fixe lui les règles adaptées au territoire pour gérer les risques et la contingence sur ce territoire. Il est bon à ce moment-là de rappeler quelques dates sur l'Ille-et-Vilaine. Il n'y a pas d'erreur. On a bien du 2012 avant du 2015. C'est-à-dire que l'Ille-et-Vilaine était en avance sur le niveau national dans un premier temps, puisqu'un premier décret a été sorti en 2012 pour gérer la défense incendie sur le territoire. Et il y a eu une révision suite au référentiel national qui a été faite en juillet 2018 pour adapter certaines règles qui n'étaient pas conformes au référentiel national. Depuis 2018, on a fait du retour d'expérience et avec le SDIS, on a essayé de travailler main dans la main, des fois même en confrontation, parce que les demandes du SDIS peuvent être largement différentes de celles du territoire et des possibilités dont on dispose sur les territoires. Donc on a fait évoluer le règlement de 2018 et il a été signé en octobre 2023, donc vous voyez qu'on est en concomitance avec le schéma communal qui lui a été réalisé courant 2022 et 2023 sur la commune de Melesse. Il se décline donc à l'échelon très local et c'est vraiment une déclinaison au titre du RD2ECI, au titre de la police administrative spéciale de DECI qui est détenue par le maire de la commune. Donc à ce titre-là, le SDIS incite très fortement les communes à réaliser un schéma communal pour avoir, un, la connaissance, deux, l'analyse et la perspective vers l'avenir. Donc quand on parle de DECI, on parle de quoi? Donc DECI, c'est défense extérieure contre l'incendie. Donc si je résume, et pour être très terre à terre, c'est grosso modo les poteaux incendie que vous voyez partout sur le territoire, qui peuvent se décliner en bâches incendie, qui peuvent se décliner en bornes incendie qui sont dans les trottoirs. C'est une approche individualisée au regard du règlement, individualisée au niveau du territoire, au niveau communal, et sur la base d'une analyse uniquement bâtimentaire. Ça veut dire que, par exemple, le feu de forêt n'est pas comprise dans cette analyse globale. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que le schéma et donc le document qui a été livré à la commune est un document vivant. C'est-à-dire qu'on fait un état à un instant T, on fait des perspectives à un instant T plus 1, et évidemment les perspectives de l'instant T plus 1 ne sont pas forcément les mêmes de l'instant T plus 2, mais ça on va le voir durant ma présentation. Qu'est-ce que nous permet ce document? Il nous permet d'avoir la connaissance de l'état du territoire et de l'existant, de faire le constat des carences. Alors, les carences, elles ne sont pas propres à Melesse, il y en a partout sur le territoire départemental et partout sur le territoire français. D'intégrer les évolutions prévues et prévisibles des risques sur le territoire. Je veux parler des actes, je veux parler des lotissements qui sont connus de la municipalité, mais aussi des adaptations de type travaux sur la voie urbaine, sur la voirie. Et ensuite d'établir une priorité d'équipement pour essayer d'améliorer les constats qu'on a pu faire, et donc les constats à charge, en défaut sur le territoire. On applique toujours le même processus pour ce qui nous concerne, à cette différence près que pour Melesse, on a été obligé d'adapter l'écriture de nos scripts informatiques, puisque sur Rennes Métropole, on fonctionne avec la base de données voirie de Rennes Métropole, qui n'existe pas à Melesse. Donc on a dû adapter tous nos scripts pour les adapter sur la base de données de l'IGN. Le processus commence par une analyse de la couverture, la prise en compte des projets, comme je viens de le dire tout à l'heure, la détermination de toutes les solutions possibles, avant d'en arriver à une forme de planification qui, elle, est une planification pas à l'année, mais sur 20 ans. C'est-à-dire que là, on se donne vraiment une vision à très long terme pour couvrir l'ensemble du territoire. Je vais le redire plusieurs fois, mais le document qu'on a sorti prend en compte l'ensemble des bâtiments de la commune, ce qui, d'un point de vue raisonnement intellectuel et d'un point de vue dépense du denier public,
on va en parler, mais est une aberration parce qu'il y a des moments où l'importance de l'investissement à faire par rapport à ce qu'on va couvrir est vraiment très démesurée, mais ça on en reparlera. Et enfin on finit par la rédaction du document. Alors je l'ai fourni à la commune, je crois qu'il doit faire 80 pages, quelque chose comme ça, hein, le document, avec l'ensemble de l'analyse. Parlons maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le risque courant de la commune. Le voici, il est devant vous, et voici ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ce qui va est en gris. Donc tout ce que vous voyez en gris, c'est des parcelles qui sont dites couvertes, sur lesquelles il y a un bâtiment et sur lequel on va bien trouver un point d'eau incendie à distance réglementaire, dans les conditions réglementaires de bâtiment. Je parle bien de bâtiments de type habitation. Pour ce qui est du risque particulier, c'est une analyse qu'on a faite en parallèle et sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Évidemment, ce qui est en blanc, c'est pas très bon, mais c'est pas notre priorité puisque ce n'est pas bâtimentaire. Ça va être des champs, des bois, des prés, enfin voilà, toutes des exploitations agricoles, voilà. Donc, pour le coup, effectivement, c'est pas couvert, mais dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de couverture. Et en rose foncé, pour ne pas mettre en rouge, c'est les parcelles qui ne sont pas couvertes et bâties. Donc c'est bien sûr sur ces points-là qu'il faudra qu'on travaille, que l'on a travaillé pour améliorer la situation. On voit le zoom de la commune sur le centre-bourg, voilà, qui nous permet de voir la situation. Alors, si je reprends, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, juste pour faire le résumé, on constate quand même que la commune est très 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 diffuse, avec énormément d'habitats isolés, ce qui évidemment est une complexification assez importante pour le résoudre. Donc ce très fort mitage est un point qui malheureusement pour la situation de la commune n'est pas un point facile à résoudre, mais ça après il appartient effectivement à chaque conseil municipal de voir jusqu'où on va dans la proactivité. Et on identifie également un nombre d'exploitations agricoles relativement important sur le territoire. Et j'ajouterais également que la surface, mais ça vous connaissez mieux le territoire que moi, hein, la surface de la commune est extrêmement importante aussi. Donc tout ça, c'est des points, je dirais qu'on va mettre ça au titre du passif, parce que forcément, ça va peser sur la façon dont on va pouvoir agir. Pour ce qui concerne la partie centre-bourg, globalement, on a quand même un centre-bourg qui est plutôt très bien couvert. Alors quand je dis plutôt très bien couvert, c'est pas simplement au regard de ce que je vois là, mais c'est par rapport à d'autres communes que j'ai pu faire dans le département, sur lesquelles on a des carences qui sont bien plus importantes et sans doute beaucoup plus dures aussi à résoudre. Alors je dis pas que tout est parfait, mais en l'occurrence, la grosse tache rouge qu'on va voir légèrement au nord-ouest de la commune, c'est une tache rouge qui va se résorber assez facilement par la pose d'un poteau dès cette année, je crois qu'il est programmé dans l'année. Donc déjà, quand on enlève cette tache rouge, on voit que la commune a un maillage de poteaux incendie qui est très intéressant et sur lequel on va pouvoir s'améliorer en temps et en heure, je dirais, à chaque fois que l'occasion se présentera. Il y a eu donc cette zone, j'en ai parlé, et je vous rappelle juste un petit inventaire de la commune sur les PEI, donc 99 poteaux incendie ou bouches incendie sur le territoire, un réservoir artificiel, un cours d'eau, donc lui il est au niveau de l'ancien restaurant au bord du canal, j'ai oublié le nom, voilà, la ville en bois, merci, 5 puisards et un point d'eau naturel aménagé. Voilà l'état des lieux sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour la défense incendie du secteur. On note également que sur le centre-bourg, on a 2 réservoirs artificiels qui sont dits privés et qui vont passer public, ou qui le sont déjà passés. On a juste à voir ensemble l'acte administratif qui fait qu'effectivement la commune a bien récupéré l'ouvrage, mais du coup qui va aussi couvrir une zone du territoire non couverte. Ceci est un document qui nous permet de voir les objectifs à atteindre. Donc l'objectif à atteindre, c'est de faire tendre vers 0 l'ensemble des cases rouges.
On a donc fait, nous, une répartition de la situation par zone du plus, hein, pour identifier ce qu'il y avait à améliorer par zone du plus, puisque le règlement départemental s'appuie sur les zones du plus pour dégager les distances et les besoins en eau pour les sapeurs-pompiers. Donc en zone U, on remarque qu'on a une très bonne couverture, hein, puisqu'il reste 5%, 6% à couvrir sur cette zone. Et c'est une remarque qu'on peut se faire pour toutes les zones, excepté celle des zones A, ce qui, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas extrêmement surprenant. Donc je reparle du mitage, mais je ne vais pas y revenir systématiquement. Vous avez bien compris, le mitage, hein, c'est l'isolement des bâtis sur le territoire qui nous rend la tâche un peu compliquée. Alors, quand on a fait ce diagnostic, ces petites remarques, l'idée maintenant, c'est de trouver quelles solutions sont à notre disposition pour pouvoir régler les problèmes. Parce que c'est bien dans cette posture-là qu'on se met quand on fait un schéma. Il ne s'agit pas simplement de regarder, mais derrière, effectivement, d'être proactif pour régler les soucis qu'on a identifiés. Donc on a exploré avec la commune les différentes solutions possibles. On en a 3 ici à notre disposition, et quand je parle des solutions possibles, j'enlève d'emblée les poteaux incendies qui restent toujours une priorité parce que facile à mettre en place, pas trop onéreux, même si effectivement ça pèse, hein, et surtout facile à entretenir. Non, ça va, je le vois pas. Il doit être sur le... Voilà, merci. Donc ce qu'on appelle nous les chemins dévidoirs, ce sont des chemins dits piétons qui peuvent contribuer à l'amélioration de la défense incendie. Eux, ils ont l'avantage d'être très peu onéreux et d'être déjà existants. Mais le règlement nous oblige à avoir certaines conditions pour pouvoir les accepter en tant que chemin dévidoir. Donc il y a des conditions de largeur, des conditions de pente, des conditions aussi de sol, qui fait qu'on a fait une étude sur l'ensemble de la commune, et au final, on va en avoir retenu que 2 ou 3. Donc là, sur ces 2 ou 3, il y aura simplement une signalétique à mettre, verticale, qui permettra d'identifier ce chemin comme étant un chemin dévidoir, et d'emblée faire disparaître des zones rouges. Vous verrez dans l'animation de fin, les zones rouges du territoire qui vont disparaître les unes après les autres. Ça, c'est pour la première solution dont on dispose. La deuxième solution dont on dispose, c'est d'aménager les étangs existants. Ils ont l'avantage, eux aussi, d'exister. Ils ont le désavantage d'être, pour la plupart, des points d'eau privés et souvent pas aménagés. Donc, ils ont un coût. Mais il y a aussi un coût administratif et juridique qu'il faut régler pour pouvoir les utiliser. Donc, on a recensé l'ensemble des points d'eau du territoire. On les a revisités un par un. Enfin, quand je dis on, hein, là pour le coup, c'est bien la commune, enfin les employés de la commune qui ont travaillé sur le sujet, pour nous dire si oui ou non on allait pouvoir les utiliser comme des points d'eau incendie éventuellement, à certaines conditions d'accord avec le propriétaire, conditions d'aménagement et de coûts financiers pour faire ces aménagements. L'aménagement étant, excusez-moi, monsieur Patro, majoritairement la mise en place d'une plateforme pour permettre aux camions-pompes de pouvoir se mettre en œuvre avec un maximum de sécurité et d'efficacité. Et un chemin carrossable. Et un chemin Un chemin carrossable. Donc des conditions d'accessibilité et d'implantation du camion de pompier. On part toujours sur un ange à l'eau. On sait qu'il y a des motopompes qui existent, mais on ne sait pas quel véhicule va intervenir, donc on est obligé de toujours partir sur le scénario du pire. C'est la politique du SDIS, et bon, ils savent mieux que moi ce qu'est le risque et ce que ça veut dire de le régler. Et dans un dernier point, on a fait aussi un rapprochement de ce qu'on appelle les risques particuliers. Je vais faire je crois que j'en parle un peu plus loin, qu'on a rapproché avec des possibilités justement de points d'eau naturels. Je vais y revenir un peu plus tard, mais vous voyez, il y a quelques points sur lesquels la commune va pouvoir travailler main dans la main, soit avec l'exploitation agricole, soit avec un industriel qui se trouve à proximité d'un point d'eau naturel. Ça, c'est des solutions qu'on recherche parce qu'elles sont facilitatrices. Alors,
On a exploré, et on a aussi regardé où est-ce qu'il fallait mettre des points d'eau incendie pour couvrir l'ensemble du territoire. Et là, quand j'ai expliqué ça aux élus de la commune, ça a piqué un peu. Mais je le comprends, hein, parce que... mais on pressentait, on l'avait dit, hein, puisque le mitage fait que, de fait, il y avait beaucoup de points d'eau incendie à mettre en place. Et en l'occurrence, et je parle bien d'hypothèse idéale, c'est 98 points d'eau à mettre en place. Alors j'explique effectivement que c'est la configuration de la commune qui veut ça. On a aussi un réseau d'adduction d'eau potable qui est assez défavorable pour la mise en place de poteaux incendie dans certains secteurs. Ce qui fait que quand on a épuré l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour résoudre un problème de défense incendie, il ne nous reste plus que la construction de réserves incendie. Ce qui nous amène à 34 réserves incendie, et c'est ce qu'il y a de plus coûteux dans la résolution de la défense secteur contre l'incendie. Là se pose la question de, après, comment on va privilégier les choses, comment on va les faire et dans quel sens. Là, je fais l'aparté risque particulier. En parallèle de l'étude des risques courants dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, on a fait une étude des risques particuliers, c'est-à-dire qu'on a recensé l'ensemble des risques particuliers du territoire. Et là, c'est assez complexe parce que pour le coup, il n'y a pas de base de données qui existe. Et donc, on a fait un travail, nous, en amont, pour regrouper plusieurs bases de données partielles. On a fait des mélanges et on a fait du tri. Donc, j'avais, moi, plus de 1000 points à aller voir. Et après nettoyage, on se retrouve avec un recensement de 397 risques particuliers sur le territoire. Ce qu'on appelle risques particuliers, ce sont les ERP, les exploitations agricoles, les parcs de stationnement, les campings, les terrains des gens du voyage sont considérés comme des campings. Je suis en train d'en oublier, les parcs de stationnement, j'en ai parlé, les industries et les artisans, bien sûr, excusez-moi, qui rentrent dans les cas des risques particuliers. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait un slide qui permettait de voir le risque particulier par rapport au risque au plan d'eau naturel. L'idée est de faire un travail de mise en commun entre les exploitations agricoles qui ont des obligations au regard de leur activité et une nécessité de résoudre des soucis sur la commune. Et donc, il y a un point commun qu'on peut effectivement mettre en avant et faire avancer ensemble. Cette étude des risques particuliers elle a été demandée par la mairie, ce qui permet aussi aux maires d'alerter les exploitants des différents risques particuliers parce que c'est eux qui sont responsables de leur établissement. La commune fait en sorte d'apporter du risque, de résoudre le problème du risque courant, mais il appartient aux propriétaires de l'ERP ou de l'industrie de faire son œuvre sur la partie qui va au-delà du risque courant. En résumé, dans une zone urbanisée, il faut 60 mètres cubes heure pendant 2 heures à moins de 200 mètres. Si l'industrie demande 120 mètres cubes heure pendant 2 heures à moins de 200 mètres, les 60 mètres cubes heure qui restent sont à la charge, théoriquement, de l'exploitant. C'est comme ça qu'on voit des réserves incendies arriver, notamment vous en trouvez pas mal dans la zone de la route du Meuble. Donc, on en arrive au moment où on s'est posé. On a cherché les solutions, on a fait l'ensemble des diagnostics, on a fait l'ensemble des constats. J'ai eu des directives sur les priorités qu'il y avait à donner, donc j'ai fait une première proposition de planification des points d'eau à mettre en œuvre. Ça nous donne un tableau, alors c'est assez barbare, hein, d'ici de loin ça n'a que peu d'intérêt, mais ça vous montre qu'on a quand même fait un travail par tranche de cette période, avec évidemment pour la période 1 ce qu'on va faire dans les 3-4 années à venir, puis tous les 3, 4, 5 ans se donner des perspectives pour arriver à la zone bleue qui, elle, est une zone qui finalement va regrouper principalement des réserves incendies, mais surtout des réserves incendies associées à 1 ou 2 bâtis. Donc, grosso modo, en temps normal, une réserve incendie dite souple, c'est aux alentours de 25 000 €.
Alors les devis que nous on a reçus dernièrement ne sont pas du tout dans cette marge-là et les entreprises ont tendance à beaucoup surcoter puisque c'est des travaux très spéciaux. Donc là il y aura de la négociation à rentrer ou des marchés à faire de manière à essayer de réduire ces coûts. Ceci étant, la question qu'on peut se poser sur cette dernière tranche bleue, c'est est-ce qu'il est bien raisonnable d'investir ces sommes pour un particulier ou deux particuliers? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question-là, mais évidemment, c'est à l'ensemble du conseil de regarder chaque cas. Donc nous, ce que l'on considère à la collectivité, c'est qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Évidemment, si quelqu'un veut avoir un projet alors qu'il est dans cette zone bleue, il peut l'avoir. On a juste un problème. Donc dans ce cas, on alerte et on considère ça comme une opportunité de travailler avec cette personne-là pour améliorer la situation de son environnement. Et parallèlement, nous, on continue de travailler avec le SDIS pour essayer d'assouplir ça. Il faut savoir qu'au niveau national, ce point-là en particulier fait beaucoup grincer les dents au niveau des conseils municipaux et des élus. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout parce qu'on voit bien que la facture est beaucoup trop élevée pour résoudre l'ensemble du schéma et il n'y a pas de niveau bas aujourd'hui de mis en place. Ce qui serait quand même théoriquement intéressant. Donc on a convenu avec M. Maury qu'en deçà de 15 unités bâties, on ne serait pas proactif. Sauf opportunité comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne sur le bord de la route, mais il n'y a pas de proactivité. Donc les périodes 7 et 8, évidemment, sont un peu plus lésées. Le principe de cette planification, c'est aussi d'avoir une révision à chaque fin de période. On voit où on en est, on voit est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont arrivés, et on ajuste évidemment cette planification. Comme j'ai dit, le document il est vivant. Déjà là, après 3 mois, on a déjà des choses qui ont switché. Et donc c'est un document qui doit vivre tout au long de sa vie. Et là, on a parlé de 20 à 25 ans. Il ne s'agit pas d'être à moins. On n'a pas non plus calé une période en se disant c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Puisqu'évidemment, l'idée c'est de caler ces périodes-là avec les possibilités financières de la commune pour améliorer les choses. Donc des fois, il y a des adaptations qui vont se faire. Sur une année, on va peut-être rien faire. Et l'année d'après, on va investir 40 000 € dans deux réserves incendie. Et c'est un équilibre qui se fait tout au long de la période. C'est bon. Je vais laisser du temps. Donc là, c'est le plan d'action, c'est qui fait quoi. Alors ici à Melès, c'est assez simple, puisqu'il n'y a pas de répartition entre Rennes Métropole, etc. Donc c'est la commune qui fait presque tout. Néanmoins, et vous allez en discuter tout à l'heure, dans le cadre de l'assistance technique et réglementaire, la collectivité et le SDIS sont toujours là pour aider, pour donner le cadre juridique, pour donner le cadre réglementaire et assister techniquement la commune dans la réalisation des points d'eau incendie. Donc il y a divers points, donc la création des pays, les schémas dévidoirs, on les a tous vus tout à l'heure, la mutualisation des réserves incendies, où là la commune a vraiment un gros travail à faire pour la connaissance de son territoire. Et donc le dernier slide, alors on va le faire diffuser, on va le passer directement. C'est une animation et vous allez voir de l'état initial, comment on va réussir à couvrir l'ensemble du territoire, période par période. Vous allez voir donc les taches rouges disparaître au fur et à mesure de la petite animation. Et pendant ce temps-là, je suis à votre disposition pour répondre aux questions, ce qui permet, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais je ne dois pas être mal. Et donc chaque couleur est donc représentative d'une période. L'animation est faite. Ça se finit, mais de toute façon je peux répondre parallèlement et puis on peut le passer en boucle, il n'y a pas de problème. Merci Monsieur Patro. Donc des questions, Monsieur Marot. Oui, Monsieur le maire, merci. Merci Monsieur Patro pour cette présentation. Alors j'ai 2 types de questions, Monsieur le maire, des questions pour Monsieur Patro et puis quelques questions ensuite pour vous. Vous parlez réserve incendie 20 000 €, si j'ai bien compris, parce que vous nous dites 2, ça fait 40, donc ça fait à peu près 20 000. Le volume d'une réserve incendie? Alors ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du risque. Ça dépend de la zone dans laquelle il se trouve. D'accord. Donc on l'adapte entre 30 m3 et 960 m3. Ok. Le prix d'un poteau incendie aujourd'hui?
Alors nous, C'est sur quel notre ordre? territoire, avec la SPLO du bassin rennais, on est aux alentours de 6 500 €, fourniture, pose, branchement compris. À condition que la canalisation d'eau Permet. dessous le permette. J'allais y venir, merci Madame Massé. J'imagine qu'on a évidemment un problème de pression de réseau. Donc, est-ce que vous avez fait des tests sur le réseau et est-ce qu'il y a, au point les plus éloignés du réseau, des pressions qui seraient insuffisantes pour l'installation de ces poteaux? Très Parce clairement, que c'est pas le tout. Très clairement. très clairement oui. Très clairement. clairement. Madame, j'adresse mes questions à M. Patron. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits sur la pression d'eau? Oui, il y en a tous les ans, D'accord. parce qu'ils sont rendus obligatoires. Donc la commune fait régulièrement les tests débit de pression de l'ensemble des points d'incendie. Donc ça, c'est dans le cadre de notre assistance. Et effectivement, on a bien l'ensemble des pressions qui existent. Mon collègue référent du réseau travaille à améliorer la situation du réseau sur la commune. Il y a des endroits où on ne pourra pas, de toute façon, on le sait, mettre de poteaux incendie. Parce qu'on est toujours dans un équilibre entre la défense extérieure contre incendie, mais surtout la fourniture d'une eau qui soit potable et sanitairement acceptable. Donc il y a des endroits où quand on a un gros tuyau avec de l'eau qui stagne, c'est pas envisageable. Donc on est obligé d'adapter ça en fonction effectivement et de l'habitat et du réseau. Du coup, quand on regarde votre tableau prévisionnel avec les couleurs et le bleu en particulier, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui est dans le début du tableau, on a les points d'implantation possibles et la pression nécessaire sur le réseau. Pas toujours. Pas toujours, d'accord, ok. Pas Donc, toujours. On pourrait aussi avoir une réflexion de réseau à faire en parallèle. On peut avoir une réflexion réseau, il va y en avoir une. Sont intégrées notamment une étude à l'horizon de 3 à 5 ans qui va être coûteuse, on le sait, mais qui va pouvoir permettre sans doute de résoudre une dizaine de points qui aujourd'hui sont en réserve incendie, mais qu'on va pouvoir passer en poteau incendie. Parce qu'évidemment, nous, c'est notre priorité, c'est de passer des poteaux incendie. Donc dès qu'on va pouvoir en mettre, on va en mettre. Dans l'étude, pour être très précis, pour refaire le recollement avec la question d'avant, effectivement, quand on a des doutes, on a fait ce qu'on appelle une modélisation hydraulique pour savoir si oui ou non on va pouvoir mettre un poteau incendie. Et si ce n'est pas le cas, j'ai été voir mon référent pour savoir si oui ou non il allait avoir des projets qui allaient améliorer la situation. Donc c'est le cas de toute une zone sur la partie est de la commune. On a toute une boucle sur laquelle on va faire l'étude et sur laquelle on va pouvoir passer, je crois, 7 à 8 poteaux incendie, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas. Pour être complet et pour répondre complètement à la question, les zones, enfin les périodes, elles ne sont pas déterminées en fonction du poteau incendie, mais surtout en fonction du nombre de bâtis qu'on va couvrir. Oui, C'est là qu'on a... oui, on est bien d'accord. C'est là que moi, ma feuille de route, elle a été indiquée, c'est qu'on va prioriser l'endroit où il va y avoir beaucoup de bâtiments à couvrir. Ce qui est logique, à double titre. D'abord parce qu'on va avoir une meilleure performance, et également parce que l'investissement qu'on va y faire s'entend. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à dire on va mettre une réserve là parce qu'on va couvrir 350 personnes, que d'en mettre une là alors qu'on en couvre 2. Ce que je voulais vous faire dire, c'est qu'on n'a pas des... Enfin, la solution, c'est pas simplement de multiplier les 98 poteaux incendies que vous appelez de vos voeux par 6 500 € et vas-y, on a la facture. C'est beaucoup plus beaucoup complexe. plus complexe que ça, compte tenu des besoins. C'est beaucoup plus complexe et la facture d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer aussi la réglementation. C'est déjà le cas dans la réglementation de 2023 pour l'assouplir et faciliter la mise en œuvre. Merci infiniment pour ces comments. Du coup, monsieur Maire, moi j'avais 3 questions qui concernent plutôt... qui vous concerne plutôt. Alors d'abord, est-ce qu'il serait possible d'avoir la transmission du schéma, du document en format PDF, puisqu'on Oui, bien sûr. ne l'a pas eu Bien sûr. avant la réunion. Ensuite, j'ai 2 questions. Il a été distribué en commission. Donc vous l'avez eu. Non, madame, Vous pas, mais il a été distribué en commission. Donc Non, c'est la des réponse. membres de votre liste l'ont eu. C'est la réponse. il n'y avait pas d'agressivité dans ma question. Il y Pas a juste une question très je simple. vous dis qu'il a été C'est la réponse. Je ne distribué. me souvenais pas, monsieur le maire, vous ayez donné la parole. Donc, je vous remercie, monsieur le maire, de bien vouloir nous transmettre ce document par PDF à l'ensemble des élus, en tout cas, l'ensemble des élus qui ne sont pas dans les commissions ad hoc. Monsieur le maire, qu'en est-il de l'information de la population des notaires au moment des ventes des biens immobiliers qui ne seraient pas couverts par de tels titres? Je n'ai pas souvenir que ça apparaisse dans les actes notariés, mais peut-être que Monsieur c'est Maury écrit sous une forme ou sous une autre. Oui, tout à Monsieur fait. Maury peut apporter une réponse. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une opération immobilière qui se réalise, on analyse systématiquement. Le patron EBR est régulièrement sollicité par le service urbanisme. Donc on fait une approche de la défense incendie
et puis validé ou pas validé, hein, puisqu'il y a une validation. S'il y a une maison où on augmente la surface habitable, on considère que c'est une augmentation du risque, là aussi, on vérifie, donc les gens sont parfaitement bien informés. Il nous est arrivé de refuser un permis parce que le risque incendie n'est pas couvert. Ce que l'on fait également pour être complet, c'est lorsqu'il y a une opération, je vais prendre un exemple, c'est la petite opération, le lotissement de la Rouanière. On a imposé une défense incendie à la charge de l'aménageur. Hein, il y a une incendie et la collectivité va récupérer, je crois que c'est la semaine prochaine que les documents vont être réalisés. On récupère, nous, dans le domaine public, cette défense incendie-là. On l'a imposée au nord des Fontenelles sur une opération privée. Et on travaille avec CMC Immobilier dans le cadre de la ZAC du Feuil, où, à l'appui justement de ce document-là, on a, avec eux, modifié, entre guillemets, l'implantation de leur poteau de défense incendie, qui couvrira bien la ZAC du Feuil, mais qui couvrira aussi quelques unités complémentaires, voilà, et à la charge de l'aménageur. Merci. Et alors, une dernière question. Alors là, je ne sais pas si on a la réponse ce soir. J'imagine qu'au moment d'un départ de feu, les pompiers partent sur une intervention. Ils ont connaissance adresse par adresse de l'accessibilité des poteaux incendies. Alors, ils en connaissent, ils ont la carte d'implantation, la question ne se pose pas. Mais dans l'hypothèse où ils partent sur un départ de feu et où la zone n'est pas couverte directement par une bâche ou par un poteau incendie, est-ce que ça veut dire qu'ils disposent d'une réserve? J'ai pas souvenir d'avoir vu sur le parc de Melez autre chose que des réserves citernes légères. Et ça veut dire que derrière, on est immédiatement en appui sur ou un raccordement, comment ça se passe? Sur un départ de feu? Je sais pas trop. Je peux donner des éléments d'information. Je travaillais au SDIS avant, donc du coup j'arrive assez facilement à faire le rapprochement. Donc quand il y a un déclenchement des secours pour un incendie, donc évidemment ils ont une cartographie, donc ils ont tout de suite une vision du territoire, de savoir si oui ou non il y a un poteau incendie. S'il n'y a pas de poteau incendie, ils modifient ce qu'on appelle le train de départ. Et dans le train de départ classique, on a un FPT, enfin 2 FPT, et puis les véhicules légers. S'il manque des points d'incendie, d'emblée, ils vont faire appel à un CCGC, donc un camion-citerne grande capacité, qui n'est pas forcément basé à Melez, et qui lui doit mettre moins d'1 heure à venir pour venir faire les rotations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les FPT, il y a déjà une réserve d'eau qui permet de faire la première attaque, et ensuite il est complémenté par les CCGC qui vont venir en soutien, et éventuellement l'habillement, puisque derrière, et là il y a un camion habillement effectivement sur Melez. Je voulais aussi indiquer que l'attaque du feu, c'est pas la première chose qu'ils font. Quand ils arrivent sur site, bon déjà, ils font ce qu'on appelle le message d'ambiance, hein, pour voir où on en est. Et la première chose qu'ils vont regarder, c'est de sauver les vies. Donc c'est sortir les humains et les animaux des bâtiments, hein, puisqu'aujourd'hui l'humain est traité, enfin l'animal est traité comme un humain. On les sort d'abord du bâtiment, ensuite on protège les alentours pour éviter la propagation, et ensuite on attaque le feu. Donc ça c'est important que chacun des élus le sache, parce que évidemment quand on est dans l'émotion de voir sa maison brûler, on ne comprend pas que les pompiers n'attaquent pas directement le feu, ne l'éteignent pas tout de suite. Donc il y a des priorités, c'est la vie, la non-propagation, puis le bien. Merci. Merci. D'autres? Monsieur Molez. J'avais aussi une question par rapport à... J'ai bien compris que sur la carte, on traite notamment les groupements de maisons écologiques. Est-ce qu'il y a une notion de risque aussi? Est-ce qu'il y a des risques particuliers sur la commune? Risques industriels, des logements qui pourraient être à risque particulier? Est-ce qu'on arrive à quantifier ça? Oui, alors c'est quantifié. En termes de logement, il n'y a pas de risque particulier. Ce qu'on appelle nous risque particulier dans les logements, c'est quand on va être sur du R+4 et plus, où là, effectivement, on est sur des réglementations particulières, avec la mise en place de colonnes sèches, etc., etc. Donc, ça, sur la commune, on n'en a pas, et je ne crois pas que le PLU l'autorise de toute façon, puisqu'on est R+3. On est R+2, Un EHPAD n'est pas un risque particulier? Oui, mais on n'est pas sur du logement, pour le coup. Okay, on est merci. sur un ERP. Okay. Et là, effectivement, des ERP, des risques particuliers, on en a beaucoup. 396, je crois, ou 17. Et effectivement, ils sont répartis selon les cas sur de l'industrie, de l'ERP ou de l'exploitation agricole. On n'a pas à proprement parler, à ma connaissance, d'ICPE industriel avec un fort risque. Par contre, on a des exploitations agricoles qui, elles, répondent à l'ICPE, qui, elles, sont traitées directement par le SDIS et par les services de l'État.
Merci, M. Ferré. Oui, est-ce qu'il y a des subventions pour l'installation des photos ou des bâches? Alors ça c'est la question qui pique, hein, forcément. Donc au niveau national, non. Aujourd'hui ça n'existe pas. Alors il y a des leviers qui commencent à arriver, hein, parce que finalement vous avez vu, hein, c'est une réglementation qui est très récente, hein, le référentiel, le cadrage national n'est intervenu qu'en 2015. Le temps que les communes l'ingèrent et comprennent ce que ça veut dire en termes de territoire, il s'est passé 2-3 ans, et là on a commencé à avoir les premières réactions, et notamment un rapport sénatorial qui est sorti. Il n'y a pas aujourd'hui de subvention à proprement parler. On a des fonds verts qui commencent à arriver, donc les fonds verts c'est plutôt lié à la défense des habitations en bordure de massifs forestiers. Donc on n'est pas concerné à Melesse. Je suis en train de faire celui de Saint-Sulpice, par contre nous on a fait une demande de fonds verts pour Saint-Sulpice-la-Forêt. Alors, après il y a la stratégie communale. Monsieur Maury en a décliné une ou deux tout à l'heure en disant qu'il y avait des demandes qui étaient faites et on récupère les biens. Rennes Métropole a une stratégie aussi où elle investit de l'argent en proactif sur des projets existants. Mais il n'y a pas de subvention à proprement parler existante. Merci. D'autres questions? C'est pas des questions, mais c'est une remarque. Sur les maisons individuelles, où pour l'instant c'est pas la priorité, est-ce qu'il y a une réflexion éventuellement d'utiliser plutôt de l'eau de pluie que de l'AEP? Alors, de faire des bassins de rétention d'eau? Il appartient à chacun effectivement de voir comment on remplit sa réserve. Il n'y a pas d'obligation de brancher sur l'AEP. L'AEP a cet avantage d'avoir de la pression qui permet aux pompiers de fonctionner. Donc effectivement, d'emblée, l'AEP est utilisée, surtout si on a un poteau incendie. Maintenant, effectivement, pour les maisons isolées, on ne va pas avoir d'autres moyens que de mettre une bâche incendie. Donc là, pour répondre à la question de tout à l'heure, la bâche incendie pour une habitation de moins de 250 mètres carrés au sol en rural, c'est 30 mètres cubes. Donc c'est pas beaucoup de foncier. Malgré tout, il faut préparer un sol, il faut mettre une bâche ou mettre la bâche en sous-sol. Donc voilà, il y a du gros œuvre, il y a un peu de travaux. Et par contre, le remplissage, rien n'oblige d'utiliser l'AEP. Donc là, oui, on peut utiliser de l'eau pluviale pour la remplir ou pour faire un bassin ad hoc. Merci. C'est bon? Je ne sais pas trop, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu ce soir pour cette présentation de réponse à questions. Merci à nouveau pour le travail qui a été fait. Qui va continuer. Merci. C'est un travail conséquent qui a été fait. Ça donne vraiment le fil conducteur nécessaire. Merci. Suivant à l'ordre du jour, collectivité eau du bassin Rennais, convention d'assistance à la commune de Melesse pour la compétence défense extérieure contre l'incendie, justement. Massé. Donc le CEBR est compétent en matière de distribution d'eau potable sur le territoire que vous connaissez, mais il a aussi dans ses statuts la possibilité d'assurer les missions complémentaires et accessoires, et notamment une assistance aux collectivités compétentes sur la DECI. Ainsi, la commune de Melesse a sollicité la CEBR afin de pouvoir bénéficier de cette assistance en matière de suivi de DECI, et une convention d'assistance à la commune pour cette compétence a été établie pour préciser les conditions de réalisation. Et cette convention concerne les prestations des années 2022, 2023 et 2024. C'est un renouvellement de convention. Le prix unitaire pour l'année 2022 était de 19 € par point, et le prix se calcule au nombre de points multiplié par le prix unitaire. Le prix unitaire est actualisable au 1er janvier selon l'indice INSEE-ING. Donc il faut prendre le prix unitaire de l'année par l'indice UNG de l'année divisé par l'indice de l'année N-1. Vous aviez la convention en annexe. Merci. Avez-vous des questions? Je mets donc à la validation du conseil municipal en vous invitant à approuver cette convention
d'assistance à la commune de Melesse pour la compétence défense extérieure contre l'incendie et à m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Marbeau. Qui Moi, est... pardon. Et Madame Massé. Qui est opposé? Il souhaite s'abstenir. Merci. Le point numéro 3 de l'ordre du jour. Modification des statuts de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. La dernière révision des statuts de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné a été actée par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021. Lors de sa séance du 12 décembre 2023, le conseil communautaire a approuvé les modifications suivantes. Afin de pouvoir s'engager dans une démarche de contrat local de santé à l'échelle des territoires de l'Ifré-Cormier communauté, plus du pays de Château-Giron et du Val-d'Ille-Aubigné, et de permettre la conduite du schéma directeur d'assainissement collectif en vue de la prise de compétences réglementaires en 2026. Conformément au texte en vigueur, le conseil municipal dispose de 3 mois après cette décision prise en séance du conseil communautaire du 12 décembre dernier pour donner son avis sur cette modification statutaire. En cas d'approbation aux règles de majorité fixées, le préfet prendra un arrêté pour acter de ces modifications. Je passe l'ensemble des vues pour arriver directement au haut de la page suivante, qui est donc dans la modification des statuts de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné, ajout de la compétence facultative, élaboration et participation à un contrat local de santé. Et le deuxième ajout, c'est à l'article 19. Les communes membres peuvent confier à titre gratuit à la communauté de communes par convention la charge de mener tout ou partie de la passation ou d'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics pour leur compte, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué, et ce, indépendamment des compétences préalablement transférées. Là, ce qui est soumis à notre validation ce soir. Avez-vous des remarques sur ces 2 points? Bien, donc j'invite le conseil municipal à approuver l'ajout de la compétence facultative, élaboration et passation et participation à un contrat local de santé, et d'approuver l'ajout à l'article 19. Les communes membres peuvent confier à titre gratuit à la communauté de communes, par convention, la charge de mener tout ou partie de la passation ou d'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics pour leur compte, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué, et ce, indépendamment des compétences préalablement transférées. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie.